Je propose que Pascal, tu nous présentes un petit peu la ferme, etc. Parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent derrière nous quand on regarde. Et peut-être que ça vaut un petit peu le coup d'œil. Oui. Donc, mon exploitation compte 120 hectares environ. Blé, maïs, soja. J'ai un atelier de cailles de chair. Je produis 450 000 cailles à l'année. Et donc je suis passé en semi-direct depuis 20 ans maintenant, depuis 1994. Et l'agroforesterie, cette parcelle a été plantée il y a 2 ans, en 2012. Et là je viens d'attaquer une autre de 10 hectares en haie. Par contre c'est de la haie champêtre, c'est ça le terme. On peut appeler ça de la haie agroforestière. Haie agroforestière, voilà, avec des arbres et de la haie. Et à raison d'une ligne tous les 80 mètres pour il y a de l'irrigation sur l'exploitation. Pour ne pas abîmer les arbres, on a pensé à ça. En fait, la largeur du canon, c'est 40 mètres de chaque côté en gros. Oui, voilà. Et voilà, le semi-direct, oui, on fait du semi-direct, donc tout dans le semi-direct sous couvert vivant, pour ce qui est de culture de printemps, pour le maïs, couvert de févrole essentiellement, pour les raisons que c'est une plante qui pousse très bien dans nos terrains, dans les argiles, qui aime bien les terres même compactées. On a des argiles qui sont très dures et c'est la seule plante qui a réussi à pousser dans ces terres-là, dans des zones, de petites zones dans les parcelles qui sont très argileuses. Et elle nous a débloqué tous ces coins de champ. Voilà, les vers de terre vont commencer à faire des cabanes. Ils ramènent toute la végétation qu'ils trouvent au-dessus de leur trou, de leur galerie, pour faire en fait une réserve de nourriture. Ça c'est les limaces qui font partie du système. Aujourd'hui, la plus grande difficulté des agriculteurs au niveau des ravageurs, c'est sans doute ça. Donc il y a des vraies interrogations avec des pistes intéressantes dans la solution. Cette limace-là, elle ne m'embête pas tant qu'elle a beaucoup à manger. Donc la lutte biologique, elle s'était calée sur un système, on donne à manger aux individus pour qu'ils nous foutent la paix, tout simplement. On a eu très peur les premières années, quand on a semé des maïs dans la févrole vivante comme ça. Revenir le lendemain, voir les féveroles couvertes de limaces, alors couvertes, ça s'appelle couvertes, et le maïs pas du tout touché. Voilà. Même détruite, quand elle était devenue noire, elle continuait à rester sur la féverole, et elle n'allait pas sur les maïs. On a été très surpris de ça. Donc il y a beaucoup de carbone dedans, donc en fait quand l'activité biologique va commencer à dégrader ça, il y a à manger très longtemps. Et cette production de nourriture, elle va aussi intégrer tous les sucres et toute l'école unique pour la stabilité des structures. Et du coup, nos vers de terre qui sont là-dedans, eh bien eux, ils ne mangent pas directement ce produit-là. Par contre, ils sont capables de venir ingérer une espèce de bouillie du végétal qui suit cette étape de dégradation. En gros, pour faire simple, on fait de la biblio actuellement là-dessus. Je mange du carbone et je chie de l'azote. J'avais provoqué tout le monde en disant ça parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu lourd. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Les bactéries, elles vont attaquer ensuite la partie plus tendre des celluloses et des hémicelluloses. Et par réaction chimique, vous intégrez l'azote de l'air, le N2. Et cet azote va être transformé par les bactéries en ammonium, NH4+, principalement. Et le ver de terre, en suçant cette bouillie de bactéries et de végétal en début de dégradation, va intégrer l'ammonium dans le turicule qu'il fait ici. Vous voyez? Et donc là-dedans, vous avez enrichi le système en azote, tout simplement. Et donc c'est par ces phénomènes de nutrition-digestion que le sol s'enrichit en azote et que la plante peut le récupérer, puisque visiblement depuis 200 millions d'années, si on lit les livres, le ver de terre, en fait, il participe à la nutrition des plantes en rendant l'azote assimilable, tout simplement. Donc du coup, mon ammonium va se transformer en nitrate, toujours avec des bactéries. Et le sol, il sait récupérer les nitrates sans aucun problème. Si vous avez peur qu'il y ait trop de nitrates, n'ayez pas peur. Ramenez du carbone au sol à l'automne et vous allez dénitrifier en présence d'activité biologique seulement. Ce qui fait que dans les premières étapes de la construction du sol, c'est toujours très difficile puisqu'on mesure des systèmes contradictoires. C'est-à-dire on a des résultats qui ne sont pas tout à fait bons. Le sol est compacté, donc il va dénitrifier de l'azote. Vous allez produire du protoxyde d'azote, du N2O. Par contre, ce qui est mesuré, c'est que quand on stabilise les systèmes sur le long cours, plus de 4 ans, ensuite vous n'en avez plus du tout de produit.
Pourquoi? Parce que l'activité biologique, elle est revenue et elle fait le job. Donc on parle de période de transition avec les agriculteurs, parce qu'au début, eh ben, si vous démarrez mal techniquement, c'est zéro pointé. Vous allez compacter les sols, etc. Et donc le premier mot d'ordre, c'est couvrir. Quand la couverture est belle, on peut commencer à partir. Après, l'autre caractéristique de ces sols, c'est que c'est des vrais amortisseurs à la pluie. Donc il n'y a quasiment aucun risque de croûte de battance. Et regardez tous les trous de vers de terre que vous pouvez voir. Donc vous avez autant de systèmes qui infiltrent de l'eau. Et regardez, les turicules, ils sont quasi touche à touche. Et là, en fait, vous êtes en train de former une nouvelle couche de terre fertile où le tube digestif du ver de terre, il va non seulement ingérer de l'azote, hein, c'est ce qu'on a vu ce matin, mais au bout de 40 jours, c'est restitué et que la plante, elle est capable de récupérer l'azote qui est mis là-dedans. Il est là. Le mimi, là, papa. Tiens, va voir papa. Va voir papa. Papa. Il est tout jeune, celui-là. La nature, elle met dessus, dessus, dessus. Alors, regardez les cailloux. Donc là, vous avez... Bon, ça, c'est un morceau de colza. Hein, c'est bon. Du colza, donc? Non, qu'est-ce que c'est, du coup? C'est une grosse racine. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il y avait du blé avant. Ça va venir, là. C'est peut-être des moutardes. Ah oui, des moutardes, donc voilà. Donc c'est une racine de moutarde. Regardez le trou. Combien de temps la moutarde? Non, mais c'était une moutarde adventice. Oui, il y a d'accord. quelques qui jouent sur... De l'année dernière. Ah oui, de l'année dernière, oui. Donc regardez le trou que va laisser la moutarde. Et donc c'est un capteur d'eau, tout simplement. Et ensuite, cette porosité, elle va permettre au système de respirer. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On regarde vos racines, en fait, elles descendent. Regardez ici, vous avez une galerie de vers de terre. En fait, vous pouvez vous faire un mini profil comme ça, avec un couteau et une bêche. Et en fait, on se rend compte que la terre du dessus, regardez les galeries, etc. C'est ce que vous avez vu dans les photos ce matin, là, les scanners de Jean-Pierre Sartou. Et globalement, cette couche-là, ça va être la plus riche de la parcelle. Donc régulièrement, les vers de terre, ils vont faire l'aération verticale et ils vont vous remettre la fertilité au-dessus. Ce qui fait que dans cette couche-là, qui est en bon état, en fait, vous avez la totalité des graines qui sont capables de germer. Donc là, ça y est, c'est parti. Vous avez, ça doit être un blé de l'année dernière ou quelque chose comme ça, ou une fois l'avoine qui est en train de germer. D'ailleurs, on peut observer une différence significative de couleur entre la partie supérieure et la partie... Oui, ben là on touche le sous-sol, la roche-mère, et petit à petit, en fait, l'idée c'est de laisser ça tranquille. La nature, elle sait très très bien gérer ces différences de profil, et vous allez mettre quelque chose au fur et à mesure dessus. Ensuite, quand vous la décortiquez, on se rend compte que la porosité est liée. Ici, on a une vieille galerie de vers de terre, celle-là là, qui est en train de se boucher. Voilà, vous avez une déjection à mucus et dedans, en fait, une racine qui vient suivre ce système-là et qui vient se nourrir là-dedans. En fait, les sols, globalement, quand ils commencent à fonctionner, cette verticalité permet aux racines de descendre très très vite et de récupérer de l'eau en profondeur tout en ayant de la nourriture en surface. En gros, elles vont faire des racines qui descendent assez vite en profondeur, récupérer de l'eau, ce qui fait que les maïs, ils se sont bien plantés, ils sont relativement jolis. Et ensuite, en surface, vous allez y mettre des radicelles qui sont là, qui viennent se nourrir dans ce système-là. Et donc au-dessus, dans les 7, 8, 10 premiers centimètres, vous avez plus de 80% de toute l'activité biologique du sol. C'est pour ça que les Américains nous disent les 10 premiers centimètres, le reste on s'en moque. La nature, elle doit faire le reste parce que c'est le sol, c'est le sable, c'est tout ce qu'il y a. Et il faut capitaliser le dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc-là? Globalement, il n'y a pas de mystère, c'est très argileux. Si vous voulez estimer la quantité d'eau, voilà, on fait un petit pâton et puis on voit bien que là c'est très 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 humide. Donc on a le test qu'on faisait avec Aubin, on mesure la porosité totale de cette motte de terre et en fait ce qu'on se rend compte c'est que petit à petit la porosité microbiologique de ces systèmes là elle est très élevée, elle est capable de stocker beaucoup d'eau.
Hein, en gros, 30%, hein, c'est ce qu'il sort du dossier de Agrodoc. Là. Oui, Hein. on économise un bon tiers d'eau en irrigation. Voilà. En gros, c'est dans la microporosité d'origine biologique que vous allez stocker de l'eau. Et dans un système biologique, vous avez deux phénomènes. Des trous, des galeries qui sont de la macroporosité et des grosses racines, comme le résidu de moutarde qu'on a trouvé là. C'est-à-dire ça fait de la macroporosité, c'est circulation de l'air et évacuation de l'eau, drainage. Toute la macroporosité est une porosité de drainage. Alors là, manque de bol. Dès que je passe un outil dans un champ, je fais de la macroporosité de drainage. Si. Systématiquement. Et donc, à un moment donné, cette porosité-là, elle est capable de prendre très vite de l'eau. Ça va être l'explication pour Robin de ce matin. C'est-à-dire, la macroporosité, il pleut, elle prend très vite de l'eau, mais elle ne la garde pas longtemps. Ce qui fait qu'on a un résultat un petit peu contradictoire en plein mois de juin, où il a commencé à pleuvoir. C'est-à-dire, le sol travaillé, il a récupéré plus vite de l'eau que le sol non travaillé. Et le sol travaillé, le sol biologique, il a besoin de temps pour se remplir d'eau. Donc il y a une connexion entre la macroporosité, les galeries de vers de terre, plus ou moins vieilles, plus ou moins jeunes, plus ou moins bouchées. L'eau, elle va s'infiltrer et pour humidifier la totalité, elle doit s'infiltrer doucement. C'est pour ça qu'il y a toujours une litière sur le sol pour amortir l'eau et pour qu'elle imbibe doucement le profil. Parce que si jamais je ne compte que sur les galeries de vers de terre, elle va être évacuée. Et donc, pour garder de l'humidité en surface, je dois à tout prix avoir la litière, qui fait que le sol qui est en dessous, quand vous le prenez, il est beaucoup plus sec que le sol qui est l'agrégat grumeleux du ver de terre et qui lui est très humide sous la litière, parce que la litière, en fait, va faire le piège de l'eau et permettre à l'eau de s'imbiber dans la porosité biologique. Et si vous n'avez pas ce piège de l'eau, par la litière, vous évacuez toute l'eau qui arrive. C'est une des grandes causes d'échec en semi-direct quand il n'y a pas d'irrigation. C'est-à-dire qu'il nous manque toujours la litière qui fait l'amortisseur biologique de l'eau. Et donc il y a une règle très précise pour les agriculteurs. Vous pouvez cultiver une plante de printemps en semi-direct si vous avez un couvert qui vous arrive là. Il y a un peu d'irrigation quand même. C'est fait très sec, ça nous est arrivé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on avait des couverts qui étaient très hauts, ça nous avait bien séché tout le sol. Oui. On a irrigué pour l'amener à 3 feuilles, une irrigation, ça c'était Voilà. Donc ici, on a un autre morceau de sol, donc on voit exactement que on a de la macroporosité, c'est les gros pores. Et puis en fait, le trou, vous voyez bien qu'à un moment donné, voilà, ici, hein, vous avez un trou de ver de terre qui est là. On va retrouver des vers de terre au boulot. Et en fait, ce ver de terre, il n'est absolument pas en diapose ou au repos comme on l'a vu ce matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans un sol humide, à bonne température, température régulée, avec énormément à manger. Alors là, on a triché parce qu'on a été sur le bord. Où est-ce qu'on a pris ça, Alain? Donc, dans les photos que vous avez vues, vous en avez vu des lombrics de 1 mètre. Hein, parce qu'en fait, le sud de la France est caractérisé par ces grands lombrics. Et celui-là, en fait, il est encore jeune, il n'est pas adulte parce qu'il n'a pas son espèce de petit collier de reproduction. Hein. Donc on dit que globalement, un ver de terre, il va mettre 18 mois à arriver à l'âge adulte. Donc notamment celui-là qui fait les galeries verticales. Et ensuite, il est capable de vivre 5 ans à peu près, et il se reproduit, il fait 12 petits par an. Voilà. Donc il a un gros problème, c'est-à-dire c'est le premier individu détruit par les outils, parce que c'est un gros individu, et ensuite il ne se reproduit pas très vite. Donc pour recoloniser le milieu, il va mettre du temps. Donc globalement, quand il est là, oui, il va y aller. Quand vous êtes arrivé là, vous êtes à la première phase de la recolonisation des populations. Donc ce ver de terre, à partir de peut-être l'année prochaine, enfin c'est à peu près sûr, il va commencer à se reproduire. Et ensuite il va se reproduire 3, 4, 5 fois maxi. En gros on estime que, enfin on nous dit que ça vit 5 ans, 6 ans peut-être. Que l'arbre en fait il va avoir une action très très importante
dans la stabilisation de tous ces systèmes biologiques pour leur donner de la durabilité tout simplement. Et si vous avez une haie qui est assez grande et que vous laissez les feuilles tomber et qu'elles s'étalent avec le vent sur le champ, on dit qu'une haie qui fait 25 mètres de haut, elle étale des feuilles sur plus de 100 mètres. Et c'est quand vous avez fini sur un sol nu, ça se voit de façon extraordinaire, vous avez quasi toutes les feuilles touche à touche, comme si vous aviez mis un couvercle régulier sur le sol. Et donc ce genre d'apport carboné au sol, il est complètement sous-estimé. On ne sait pas ce que ça vaut, ça n'a jamais été bien évalué. En fait, on peut prédire que sur la lignine, vous allez récupérer de la fertilité supplémentaire et la stabilité de ces systèmes en construction surtout. Ce qui fait que vous leur donnez de l'opérationnalité permanente. Et après, l'autre système de la lignine, c'est qu'on pourrait dire que la fertilité des sols dépend de cette lignine parce qu'elle va avoir un effet énorme dans la lutte biologique. Ce que vous avez vu là, le blanc, il y a du blanc et du noir dans mes tiges de févrole. Le noir, c'est de la fusariose. Ah, catastrophe, la fusariose. Non, fusariose, bon job, champignon performant et auxiliaire de l'agriculture parce qu'il aide à dégrader les pailles. Dans un système biologique, vous en avez 60 variétés différentes au moins, et il n'y a aucune plus importante que l'autre, c'est-à-dire que les seuils de contamination de chaque sorte de fusarium est faible. Donc peu de problèmes en agriculture et dégradation des pailles associées. Bon job. Et l'idée de cette agroforesterie ici, c'est que là, on l'a bien revu hier avec Christian Duprat, ici on n'intervient pas, on n'interfère pas sur les rendements. On ne fait que de l'optimisation. Hein. On amène de la protection climatique, on stocke du carbone, on active tout ce dont on a besoin d'activer. Donc c'est vrai que sur eau, sol, biodiversité, climat, paysage, parce qu'on peut avoir une entrée et productivité, ben on va avoir une copie de ça. Le sol, il a besoin de cette plante qui pousse la plus grande possible dans ce laps de temps le plus court possible. Et éventuellement, cette plante, il faut qu'elle soit très lignifiée. Et éventuellement, elle peut saper un arbre. La fixation d'azote, Marcel Boucher ne l'a pas assez dit et je le répéterai jusqu'au dernier jour, elle se fait par la respiration du sol avant tout. Hein. Les plantes légumineuses sont un accélérateur de machin. Si je reprends du Boucher, il y a bien un triptyque. Il y a une plante qui fait de la photosynthèse, un ver de terre qui synthétise, des bactéries, des micro-organismes et des champignons qui mettent tout ça en scène. Ce qui nous intéresse fondamentalement ici sur cette parcelle, et j'espère qu'on pourra le paramétrer un jour, j'espère, puisqu'on sait qu'en forêt, il y a une circulation incroyable, il y a des flux monumentaux, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau, on fait circuler des éléments nutritifs, dont de l'azote et du carbone, par les champs mycorhiziens. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir que l'arbre qui est là-bas, la lisier terminale qui est au milieu de la ligne, le jour où il manque de quelque chose, il va peut-être le faire revenir de la ripicile qui est à 800 mètres de là.